Après les consultations politiques, place à présent à l'installation du nouveau gouvernement, dit gouvernement d'union nationale. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, comme si cela ne suffisait pas, la nature, elle aussi, reprend ses droits avec des inondations, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Quels doivent être alors les défis à relever par ces gouvernements tant entendus? Quelles doivent être les priorités de ces gouvernements, surtout sur les plans socio-économiques pendant cette période difficile de guerre? Pour en parler, découvrons ensemble notre invité. Il s'appelle Alexandre Choué, enseignant de l'économie à l'Université pédagogique du Congo, à l'Université protestante du Congo IPC. Un habitué de cette tribune, bienvenue. Merci beaucoup. On s'installe. Alexandre Choué, encore une fois, bienvenue dans le jeu. L'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, j'aimerais quand même qu'on plante les décors. Est-ce que cette insécurité dans l'Est, depuis des décennies, est-elle en train d'impacter d'une façon ou d'une autre notre économie nationale? Je tiens premièrement à vous remercier pour l'invitation qui m'a été lancée pour pouvoir participer à ce débat de grande envergure pour notre pays. Et en ce qui concerne justement la question que vous soulevez ici, il est important de relever que la paix est un déterminant du progrès économique. Lorsque l'environnement est sécurisé, stable et serein, ça permet à l'investissement de prendre corps, ça permet à l'activité économique de pouvoir se dérouler. Et donc, la paix est un élément qui garantit le succès et la réussite d'une économie. Et même sur le plan macroéconomique, lorsque nous sommes en période d'instabilité, c'est-à-dire en période de guerre, les dépenses militaires augmentent et exercent une pression sur les autres dépenses, si bien que ces dépenses arrivent à évincer d'autres dépenses. Absorbent d'autres dépenses. Oui, comme les dépenses dans le secteur de l'éducation, de la santé, des infrastructures. Et cela tire vers le bas les perspectives de développement de l'économie. Donc bref, c'est juste pour dire que la guerre n'est pas une bonne chose, et cette guerre que nous connaissons depuis des décennies a eu un impact réel sur notre économie. Nous avons un potentiel énorme, mais qui n'arrive pas à être mis en valeur, entre autres parce que la guerre est là, et derrière la guerre, il y a des gens qui profitent pour exploiter de manière illicite les ressources naturelles du pays. Donc ce sont autant de mots qui dérangent. Actuellement, dans le contexte des choses, il faut relever que les provinces qui sont sous occupation, notamment le nord et le sud Kivu, représentent à elles seules plus de 10% de la production intérieure brute de la RDC. 10%. Plus de 10%. Et ces deux provinces représentent également plus de 15% de la production agricole de la RDC et également près de 10% ou 11%, je dirais. On a entendu parler des Madessu, des Goma, voilà. Des pommes, des Goma. Donc, voilà, donc vraiment, c'est que ça suppose. Et par le fait qu'aujourd'hui, ces deux provinces sont sous le contrôle des forces négatives, les administrations financières, notamment la DGI, la DGDA et la DGRAD n'opèrent plus. Ce qui fait que l'argent qui était collecté autrefois là-bas ne tombera plus dans la caisse du pouvoir central. Il y a un manque à gagner. Et selon les estimations, la contribution du Nord et Sud Kivu au budget de l'État serait de pas moins de 6,5%. Ce qui veut dire qu'une part importante du budget en recettes est évincée. Et donc ça demande un ajustement. D'autant plus que le contexte de crise va nous imposer de dépenser plus pour l'armée, la sécurité, le renseignement. Or, si c'est le cas, c'est qu'il y aura une tendance à un déséquilibre. Un ajustement, ça c'est l'œuvre du Parlement ou du gouvernement? Les deux. C'est-à-dire que le gouvernement doit prendre l'initiative et même envisager un collectif budgétaire. Et le Parlement devra entériner. Mais pas vous en parler. Je pose la question à un économiste, pas un politique. On a augmenté la solde des militaires. Mais il y a débat. C'est par quelle magie le gouvernement a fait ça? Ou est-ce que le gouvernement a pris cet argent parce que
du côté Parlement, autorité budgétaire, silence radio. Non, en fait, il y a ceci. Dans un budget, il y a plusieurs postes. Et parmi ces postes, il y a des postes d'intervention socio-économique qui existent. Il y a aussi des fonds secrets et des fonds spéciaux. Il y a des fonds que l'État peut utiliser de manière discrétionnaire. Fonds secrets. Oui. Et donc, je ne suis pas au gouvernement pour vous dire exactement quelle est la ligne qui a été utilisée, mais il est possible d'utiliser des réallocations. Et la loi des finances prévoit aussi des mécanismes de mouvement de certains crédits. Peut-être que c'est ça qu'ils ont utilisé comme démarche, mais le message que l'on peut noter derrière, c'est qu'il y a une volonté d'une part, mais cette volonté devrait être manifestée depuis l'élaboration du budget et non pas pendant la période de crise. On a Parce improvisé. que, oui, nous devons être corrects. Nous sommes en RDC, c'est notre pays. Aujourd'hui, qu'il y a la guerre à l'Est, ce n'est pas moi, ce n'est pas John qui va à l'Est. Ce sont ces hommes en uniforme qui vont défendre la patrie. Père des familles aussi. Oui, et toutes ces personnes qui servent sous le drapeau méritent notre respect, notre considération. Et l'une des marques de considération qu'on devrait leur témoigner, c'est leur donner une rémunération conséquente par rapport à ce qu'ils font comme sacrifice et travail pour l'intérêt de la nation. Donc, la question de la guerre est réelle et a un impact. Et il faut donc prendre des mesures qui s'imposent. Très négatif. Très négatif sur l'économie. Il faut donc prendre des dispositions en urgence pour pouvoir mettre un terme à cela et envisager un programme de reconstruction de la partie Est. Mais au-delà de tout, il faudrait maintenant que l'on puisse mettre alors en œuvre des vraies politiques pour sécuriser le pays. Il est quand même malvenu qu'on puisse être dans des réformes pendant plus de 10 ans. Si une réforme fait 10-15 ans, c'est qu'elle piétine. On a commencé la réforme de la police, de l'armée depuis des années, mais on a quel résultat? Ça montre qu'il y a un problème. Il faut repenser ces deux réformes. Brassage. Voilà, ça montre qu'il y a un problème à malaise. Il faut repenser ces réformes et mettre en œuvre les actions qui s'imposent avec des budgets conséquents pour qu'on ait des résultats. Parce que si on règle la question de la sécurité au niveau des frontières, tout comme au niveau intérieur, on va déjà créer un premier environnement voulu pour les affaires. Et si à cela, on ajoute des mesures fortes dans la lutte contre la corruption, les tracasseries, les mesures visant à rendre lisible la politique fiscale du gouvernement, ben, tous ces éléments mis ensemble, ça va concourir justement à la création d'un environnement qui serait serein pour attirer les capitaux étrangers et booster l'économie. Alex Choué, consultation politique, la page est déjà tournée. Là maintenant, nous attendons tous fiévreusement ces nouveaux gouvernements tant entendus. Alex Choué, profil des animateurs de ces gouvernements, en commençant par les premiers d'entre eux, et quelles doivent être les priorités de cette équipe gouvernementale. Ok, merci. Alors, nous venons de dire quelque chose de fondamental ici. C'est que nous avons dit que l'économie congolaise est touchée de plein fouet par cette crise. Les provinces du Nord et Sud Kivu sont aujourd'hui sous le contrôle des forces négatives. Ce qui veut dire qu'il y a une part importante du budget de l'État qui est amputée. Et au même moment qu'il y a cette baisse des recettes, disons-le, les dépenses sécuritaires doivent subir une pression parce qu'on doit reconquérir ces territoires qui sont sous occupation. Ce qui veut dire qu'il y a une pression du côté des dépenses et il y a une diminution côté recettes. Et donc, ça demande un ajustement pour pouvoir avoir plus de moyens. Par conséquent, en ce qui me concerne personnellement, j'estime que l'un des premiers messages forts que le président de la République donnerait à la population congolaise pour la rassurer et la mettre en confiance serait de mettre en place un gouvernement à taille réduite. Combien de membres à peu près? Pour moi, on peut mettre en place un gouvernement de 25 membres. 25. Et ce n'est pas suffisant. Mais si je le dis, c'est parce que... Un membre par province. Non, pas par province, je ne réfléchis pas pas forcément. Non, pourquoi? C'est l'intérêt collectif qui importe. Je vous donne un exemple. Je suis originaire du Sankourou, par exemple. On nomme un premier ministre du Sankourou qui ne fait rien. Et je suis du Sankourou, on nomme un premier ministre originaire du Bandundu, mais qui fait quelque chose de concret, et on voit les résultats. Quelle serait ma joie? Que ce soit quelqu'un du Sankourou, juste parce que je suis originaire du Sankourou, sans résultat, ou ça. Donc, vous comprenez la logique. C'est à la limite absurde. Oui, donc je ne suis pas cette logique-là des provinces. Pour moi, ce sont les hommes qui vont travailler pour la nation. Les Congolais qui travaillent pour la nation. Pour la nation, nous devons quitter cette réflexion-là. Cette histoire de géopolitique nous tire vers le bas. C'est pas ce qui se passe dans plusieurs pays, et surtout pas les pays développés.
où la tribu, la province servent de support. Mais Alex Choué, il faut quand même qu'il y ait un équilibre. C'est quoi l'équilibre selon vous? Une province en elle-même ne peut pas avoir 3, 4 ministères, alors que d'autres provinces n'ont même pas un seul ministère. Mais si vous n'avez pas la il faut quand même jouer à cet équilibre géopolitique. Allons dans l'hypothèse forte. Pour ne pas frustrer certaines provinces. Pourquoi frustrer? La frustration vient de quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons avoir un originaire de notre province en fonction, ou nous voulons avoir une économie qui est prospère, qui crée de la richesse, qui emploie? Un originaire de notre province. Mais pourquoi? Mais sur base de la méritocratie. Non, c'est pas forcément... Je peux dire que, bon, ok, moi je suis du Katanga, il faut qu'il y ait nécessairement quelqu'un du Katanga dans ces gouvernements. Pas parce qu'il est du Katanga, mais parce qu'il est compétent. John, à l'époque... C'est ça l'idée. Moi et toi, nous étions dans ce pays ici, mon frère, et Mobutu était présent ici. Est-ce que ce débat avait lieu? Quand on nommait le gouvernement, est-ce que ce débat avait lieu? Non, mais ça se faisait sans que... Non, je pose la question. Que l'on martèle sur ça. Il fut une période... On veille sur ça sans bruit. Non, en fait, il fut une période où Mobutu était président, Kingo était Premier ministre, tous de Équateur. Une province ne peut pas avoir à elle seule la part du lion dans ses gouvernements. Non. En fait, le problème, c'est quoi? Ne réfléchissons pas en termes de province, mais réfléchissons en termes de gouvernance des résultats. Tout justement. La qualité de la gouvernance. Les compétences sont dans toutes les provinces. Il reste encore à démontrer. Je lisais il y a quelques jours ici sur Twitter, il y a un ancien ministre qui dit que on doit mettre sur pied un gouvernement de vertébrés. Qu'est-ce qu'on entend par vertébrés? Il y a beaucoup qui sont trempés dans des pratiques négatives, la corruption, la compromission, les détournements, et ce sont les vertébrés. Le peuple n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Donc, quand je parle de 25 membres, je ne parle pas en termes de province, mais je parle plutôt en fonction du besoin de réduire la taille de l'équipe gouvernementale pour d'abord rendre compact l'espace de gouvernance, assurer une meilleure coordination en élection gouvernementale, parce que quand il y a trop de ministères et qu'il y a émiettement, des fois, les frontières qui définissent les parcelles d'autorité deviennent floues et c'est source à confusion et également à inefficacité. Donc, on réduit la taille. Si déjà on le fait, on supprime 32 ministères. On fera une économie budgétaire de combien le mois? C'est énorme, mais c'est important. Ça, c'est un message que le peuple aimerait entendre. Deuxième élément, c'est quoi? Nous sommes en période de crise et c'est un pays pauvre. Dans un pays comme la RDC, avec ce que nous avons comme pays par habitant, il n'est pas justifié que quelqu'un puisse gagner 50 000, 100 000 dollars venant du trésor public. Mais il y a des gens qui gagnent ça. Alors, une deuxième mesure forte serait peut-être de demander au président que l'on divise les salaires de tous les membres du gouvernement par 2. Premier message. Pour montrer que nous sommes conscients que la situation n'est pas bonne et tout le monde doit se sacrifier et on divise les salaires par 2. Tout le monde doit serrer la ceinture. Voilà. D'aucuns me demanderont pour le Parlement 21 000. En réalité, les parlementaires ne gagnent pas 21 000. Ils ont un salaire qui est moins que 21 000. C'est peut-être 7 ou 8 000. Mais souvent, il y a des fonds qu'on leur donne à côté. Et ben, dans le cas actuel, une autre mesure forte. Ça fait partie de leur traitement, de leur rémunération. Justement, je continue. Oui. Une autre mesure forte serait quoi? De couper les fonds secrets. Ils sont aujourd'hui de 1,3 milliard. Les fonds secrets, oui, au Parlement. Dans le budget de l'État, on coupe ça à hauteur de 1 milliard. On laisse que 300 millions. Et les 300 millions font l'objet d'une répartition optimale. Et fort encore, on précise que ce qui est fonds secret doit servir pour ça. On ne doit pas... En fait, à quoi servent ces fonds secrets? En fait, par exemple, au niveau des services de renseignement, oui. Vous êtes en guerre, vous avez besoin de mener une opération secrète pour savoir quelle est la position de vos adversaires, tout ça, ou encore chercher des informations dans un pays voisin. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et ces fonds secrets servent à ce genre d'opération. Ok. C'est pas qu'on vous donne les fonds secrets pour pouvoir acheter des voitures. Mais malheureusement, ces fonds ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas une réduction des comptes. Dans les pays sérieux, c'est contrôlé. Oui. C'est-à-dire que les membres du gouvernement et des chambres du Parlement qui ont accès à ces fonds secrets doivent justifier ces dépenses. Si la dépense est conforme aux rubriques qui sont définies par la loi, on dit que c'est bon. Mais quand ce n'est pas ça, on sanctionne. Parce qu'on ne peut pas jouer avec l'argent du trésor public. Attention,
Vous savez, moi je suis enseignant d'économie. Lorsque on lève un impôt sur un bien, cela conduit à quoi? À l'augmentation du prix de ce bien et à la diminution de la quantité. Naturellement. Et il s'ensuit une perte de bien-être qu'on appelle la perte sèche de l'impôt. Donc, parce que les Congolais se sont sacrifiés en payant l'impôt, ils ont baissé leur bien-être pour payer l'impôt, les recettes d'État doivent être gérées de manière optimale. Lorsqu'il n'y a pas optimalité et que les gens s'en servent comme bon leur semble, ça pose problème et c'est ce qui dérange le plus. Donc, une autre mesure serait de couper justement aussi ces fonds secrets et les ramener peut-être à 300 millions, si pas mais 200 millions, et imposer les règles de gestion. Donc, rien qu'avec ces messages-là, déjà, ça va bouger. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut couper les primes. Il y a des primes exagérées et non justifiées. Je me rappelle... Des membres du gouvernement. Oui, je me rappelle à l'époque, lors d'une réunion, il y a un ancien ministre qui nous disait en réunion que son Dirkaba gagnait 100 000 $ par mois. Un Dirkaba qui gagnait 100 000 $ par mois. Et alors son chef? Vous comprenez un peu ça? Dans un pays comme la RDC. Et c'est l'État. Alors qu'au même moment que lui gagne 100 000 par mois, il y a des enseignants qui apprennent aux enfants comment parler, comment calculer, qui gagnent à peine 100 ou 200 $. Vous voyez que c'est pas normal, c'est inéquitable. Nous devons jouer sur cette fibre-là. Ce sont des messages forts que l'on devrait donner. Et quant à la composition, il serait important d'avoir un gouvernement des gens qui vont travailler pour le pays et non pas des gens qui vont faire du folklore ou jouer à certaines scènes de spectacles. On n'en a pas besoin. L'heure est si grave qu'il faudrait que l'on ait des gens qui comprennent quels sont les défis du pays, comment procéder, comment agir rapidement pour donner des réponses idoines aux problèmes en présence. Nous sommes tout le temps dans des annonces. On va faire des réformes. Mais le pays ne va pas faire que des réformes, mais il y a des actions à mener. Si on est que dans les réformes, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faudrait que l'on puisse affronter les vrais problèmes et avancer. Agir pour mettre fin à la guerre. C'est une chose, une urgence, une priorité. Après avoir mis fin à la guerre, reconstruire et sécuriser les frontières du pays. Il faudrait transformer l'économie. On a un potentiel énorme, mais qui n'est pas transformé. On transforme l'économie, on met l'économie au service. Connaissons la chanson, scandale géologique. Oui, mais le problème, c'est un problème d'approche. Et je le dis souvent parce que ici, la plupart des économistes congolais sont un peu distraits. Beaucoup sont en train de penser que le problème du développement, c'est la stabilisation macroéconomique. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. La stabilisation macroéconomique est une étape juste de création d'un environnement qui pourrait être favorable. Mais le plus important, c'est d'arriver à mobiliser des ressources, donc avoir une politique claire de financement de l'économie, savoir comment allouer les ressources mobilisées vers les secteurs productifs et ensuite amener ces secteurs productifs à donner le meilleur d'eux-mêmes, à être transformés pour créer justement une base sur laquelle reposerait le processus de développement du pays. Et là, le potentiel est là. Le développement, c'est quoi? Parce que on en parle souvent. Mais le développement, par définition, moi je dirais que c'est un progrès intégral de l'homme dans toutes les dimensions de son être à travers divers facteurs, notamment des facteurs démographiques, facteurs culturels, sociopolitiques, facteurs financiers, économico-financiers. Mais alors, qu'est-ce que j'entends par là? Quand je parle de progrès sur le plan démographique, je pense au planning familial. Une correspondance entre le nombre d'enfants, le nombre de et les ressources disponibles. Quand je parle des facteurs économiques, je vois la réalisation d'une croissance qui s'accompagne d'une transformation des structures de production d'économie. Or, en RDC, on a un problème. De 2002 à ce jour, l'économie de la RDC fait une croissance positive. Mieux encore, cette croissance de la RDC est en moyenne de plus de 6%, et cette moyenne est supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Mais paradoxe, malgré cette forte croissance, la RDC a le taux de pauvreté le plus élevé, 72%, alors que la moyenne de la région Afrique subsaharienne est de 34,4%. Donc ça montre que cette performance ne s'accompagne pas d'une réduction de la pauvreté. Alors on doit se poser la question de savoir pourquoi cette économie qui fait de la croissance ne transmet pas ses effets positifs sur le bien de la population. Quand vous regardez maintenant la structure de notre PIB dans le temps, vous avez remarqué que la part de l'agriculture dans le PIB est en train de diminuer. Or, nous savons que les Congolais meurent de faim. C'est paradoxal. Et ça montre que l'économie a un problème structurel. Comment est-ce que le besoin est de nourrir les gens? Le potentiel est là, mais la part de l'agriculture diminue et de plus en plus, nous importons les aliments. Et c'est pour près de 2 milliards de dollars, si pas plus de 2 milliards par an. Or, les 2 milliards
qui sont utilisés pour importer. Si on devait les utiliser à bon escient pour investir dans le pays, dans l'agriculture, quels seraient les impacts sur l'activité économique, sur ceux qui sont en train de travailler et gagner des revenus, sur les implications sur la capacité des ménages à pouvoir financer l'éducation, la santé et d'autres dépenses. C'est ça les développements. C'est ça. Donc il faudrait qu'on puisse justement faire ce progrès en fonction de nous-mêmes. Et les éléments sont là. Mais je vous donne quelques éléments rapidement. Nous avons à Delvaux, à Kitambo, à Kasavubu, à Bandal, des mécaniciens congolais. Certains parmi eux ne sont pas allés à l'école. Ils sont dans nos rues. Dans les rues. Mais ils arrivent à réparer les voitures et à la satisfaction des clients. C'est pour vous dire que c'est un potentiel. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On peut développer tout un programme derrière pour pouvoir encadrer ces gens, renforcer leurs compétences, amener certains à savoir lire, faire des calculs, parce que ce sont des voitures. Il y a des pièces qui demandent à ce qu'on fasse un petit calcul en termes de distance ou en termes de quantité d'huile, de lubrifiant ou encore le carburant. Bref, il faut qu'ils apprennent et on leur apporte une formation spécifique. Après, on les organise dans des garages avec un statut clair, avec une sorte d'assurance qui couvre leurs activités. Et chaque fois qu'un client amène sa voiture, il y a une assurance. Mais tout ça développe l'économie, développe les rapports entre clients et les garagistes, ce qui va contribuer à l'économie et au bien-être. Nous avons la cuisine congolaise. Les Maléois. Non, partout au Congo, on mange du pondu, John. Dans le Bandundu, dans le Congo central, dans le Katanga, partout. Et donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de préparer le pondu. C'est une richesse sur le plan culinaire. Combien sont les étrangers qu'on invite ici? Quand ils viennent manger avec nous, ils disent que non, votre cuisine, elle est très bonne. En Afrique, tout comme en Europe. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela? Bon, ce sont des choses qu'il faudrait comprendre. Donc, ce sont des choses qu'on devrait développer. Je suis allé en Chine à l'époque, le gouvernement envoyé, et étant en Chine, j'ai vu certains de nos frères des pays africains, et même des Blancs, en train de chanter des chansons congolaises. Et même des dansers. Des dansers, d'autres parlent de franco, parlent de taboulé et tout ça. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette richesse-là? Taboulé, c'est plus de 1000 chansons écrites. Franco, ok jazz. Zaïko Langalanga. Une richesse qui Mais qu'est-ce que nous faisons de cette culture-là? Or, j'ai suivi tout récemment ici une analyse qui a été faite sur la vitalité de l'économie française. Mais parmi les produits que la France vend le plus, c'est sa musique. Mais pourquoi ne pas organiser ce secteur-là? Et qu'il exporte aussi les plus, ces produits-là. Voilà. Ça c'est un autre élément. Combien de fois on nous dit qu'il y a des bateaux qui font naufrage en province de l'Équateur, pour qu'il y ait des baleinières et consorts? Alors que quand on va au sud Kivu, nous voyons nos frères congolais qui fabriquent des bateaux de qualité. Mais pourquoi ne pas développer un programme appuyé par le gouvernement pour qu'on arrive à améliorer la qualité des engins utilisés pour le transport fluvial et lacustre? Et ça va faciliter la circulation des biens dans le pays. Et vous imaginez un peu si on arrivait à faire notre fleuve un boulevard naturel. Vous voyez ça? C'est un élément majeur qui bougerait l'économie. Ces boulevards naturels peuvent aussi résoudre le problème d'embouteillage. Beaucoup de problèmes. Et même favoriser le tourisme, parce qu'on peut même faire des croisières sur le fleuve. Il suffit juste de le rendre navigable à certains endroits et construire tout le long de la trajectoire des hôtels, des restaurants. Et en faire notre Venise. Voilà, c'est possible. Donc, alors, en introduction, la question des inondations a été évoquée. Oui. Mais je vais donner une réponse à cela à travers une idée que j'ai toujours évoquée. Vous n'êtes pas un urbaniste, on ne peut pas tout connaître. Je suis économiste, juste. Ok, et ça c'est la lecture d'un économiste. Oui, d'un secteur du peuple. Donc je dis ceci, il y a quelques années, je l'ai dit et je cesse de le dire encore, c'est que le désert du Sahara est en train de s'étendre. Ça gagne du terrain. Oui. Ça descend quand on fait la carte de l'Afrique, vous allez voir que le désert du Sahara est en train de s'étendre. Et il a même aussi pour le désert du Kalahari. Et tout se recentre sur la partie centrale du continent où se trouve la RDC. Et pour information, la RDC dispose de 52% des sources d'eau douce d'Afrique. 52. Oui, dans les autres pays se partagent 48%. Et à côté de cette richesse, nous avons également une pluviométrie très riche. Mais quand on regarde à côté, qu'est-ce que l'on constate? Dans le Sahel, il y a l'insécurité, il y a des problèmes de sécurité, entre autres parce que le Tchad a vu sa rivière se dessécher au fil des années. Et aujourd'hui, les gens se battent pour avoir de l'eau
L'or bleu. Voilà. Et donc, nous avons ce que eux cherchent. Dans le Kalahari, mêmement, l'agriculture se fait avec de l'eau. Et parce qu'il n'y a pas la pluie, parce que les agriculteurs du terrain, ces populations ont du mal à faire de l'agriculture, de l'élevage, et ils auront donc à terme des problèmes pour pouvoir nourrir. Mais c'est une opportunité économique pour nous. Et qu'est-ce que nous faisons de cette opportunité? C'est ça la grande question. Si on mettait en place un programme aujourd'hui, pas vendre Vendre de l'eau. Pas vendre de l'eau à partir de sources d'eau douce, mais plutôt recueillir les eaux de pluie, les traiter et les exporter. Mais ça serait quelque chose. Donc il y aurait tout un programme d'investissement public. On construit des citernes pour recueillir les eaux de pluie. Parce qu'on a une pluviométrie abondante. Oui, oui. On développe des centres d'épuration pour rendre pure l'eau. Et ensuite, on construit des pipelines et on commence à pomper pour vendre au pays. Enfin, ça. Comme si on vendait du pétrole. Mais oui. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand on recueille l'eau de pluie, c'est que l'eau ne va plus détruire les routes, comme c'est le cas actuellement. Un peu ça. Donc, on peut faire de cette catastrophe une richesse. Mais oui, on développe d'une part les infrastructures routières parce qu'il faut qu'il y ait bien sûr des caniveaux, des gouttières, tout ça. Pipeline. Pour récupérer d'abord les eaux de pluie. Et on développe tout ça. Mais dans les pays développés, la plupart des pays utilisent de l'eau recyclée. Recyclée. Alors, on ne blague pas avec l'eau. Hein. Faisons ça. Et vous imaginez la puissance. Une goutte d'eau coûte cher. Et vous imaginez la puissance qu'aura la RDC lorsque la RDC exporte de l'eau à tous les pays, la partie Sahel et autres. C'est grave. Ce qui fait que chaque fois que ces pays devront prendre une décision au niveau continental et même mondial, ils vont se retourner et chercher à comprendre quelle est la position de la RDC. Mieux encore, certains pays qui, entre guillemets, sont considérés comme traîtres ou qui appuient les forces négatives contre la RDC, réfléchiraient par deux fois. Parce que s'ils appuient ceux qui attaquent la RDC par l'Est, le président congolais peut décider qu'on puisse fermer les vannes. Notre fournisseur. Voilà, et du coup, c'est un soulèvement populaire dans leur pays. Fournisseur en matière si vitale comme de l'eau. On ne blague pas avec lui. Hein. Oui, vous comprenez que nous avons un potentiel énorme de développement économique. Et là, j'ai cité quelques exemples. On peut continuer. À Delvaux, tout comme vers... D'ailleurs, c'est la meilleure dissension, hein, plus que l'arme nucléaire. Oui. Et à Delvaux, nous avons nos frères qui font des meubles avec des appareils de rabotage vieux, avec du bois de qualité, heureusement, mais avec un équipement de mauvaise qualité. Mais ils font des merveilles. Hein. Des choses importantes. Ouais. Imaginez maintenant si on venait à les encadrer, à les accompagner, en leur donnant des outils performants, en les formant dans l'art du dessin, l'art esthétique, tout ça, avec la qualité du bois que nous avons. Et ensuite, on commence à leur imposer d'aller vers les standards internationaux avec des normes ISO. Et bien, progressivement, on va développer l'industrie menuisière en RDC et va remplacer facilement les importations de meubles. C'est comme ça qu'on développe une économie. Il n'y a pas de magie. On ne peut pas prétendre développer une économie en accordant juste des facilités pour que les importations entrent. Non, on doit plutôt développer ce que nous avons à l'intérieur. Je viens de l'étranger. J'ai été dans plusieurs pays. Et j'ai fait un constat. J'étais d'abord en Amérique. Lors des petits déjeuners, j'ai vu des belles bananes jaunes. Mais lorsque vous prenez ces bananes, il n'y a pas de saveur. Pas de saveur. Il y a des oranges. On prend des oranges là-bas, il n'y a pas un verre de graines. Mais il n'y a pas de saveur. Mais nous avons des fruits de saveur naturels. Là-bas, dans ces pays développés ou avancés, ce sont les OGM. Les OGM momifiés qui consomment. Et cela, selon certains médecins, a un impact sur la santé à terme. Mais nous avons ce qui est naturel. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce qui est naturel? Vous savez que la RDC, c'est 700 000 tonnes ou millions de tonnes de poissons par an que nous avons comme potentiel. Imaginez si on devait produire ça. Chaque Congolais pourrait avoir l'occasion de consommer du poisson frais sur sa table sans souci. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous bombarde le poisson chinchard ici. On a toujours dit en RDC, les animaux aquatiques meurent de vieillesse. Voilà. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Je me rappelle encore à l'époque, j'étais à la primature, j'ai écrit à un Premier ministre une note, et dans laquelle note je lui ai fait remarquer, mais il y a un problème de santé publique que l'on ne regarde pas, mais il faudrait regarder ça si on est responsable. C'est-à-dire qu'autrefois, on nous disait que plusieurs jeunes femmes en RDC sont confrontées à des problèmes de myome parce que les mariages étaient tardifs et qu'elles mettaient au monde en retard. Mais maintenant, il y a des enfants, des jeunes filles de 10 ans
11 ans qui ont des myomes. Est-ce qu'un enfant de 10 ans, on s'est appelé à se marier? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un autre vecteur. Et selon certaines analyses qui existent, c'est la qualité des aliments. Trop d'ésogènes. Les importations alimentaires contiennent des produits qui sont de mauvaise qualité ou qui sont conservés avec du formol et ce qui a un impact. Donc ce sont des questions qui paraissent qu'il faut attaquer. Si on attaque ce genre de problème, on relance l'agriculture et on crée des conditions pour que l'agriculture puisse servir la cause du Congolais. Mais c'est ça le développement. Qu'est-ce qu'on appelle développement? Le développement, ce n'est pas importer la culture occidentale, mais c'est vivre avec ce que nous avons, mais mieux. Parce qu'on peut faire mieux. Lorsque les gens quittent le pays pour aller à l'étranger, ils quittent pourquoi? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et si on arrive à répondre à cette question, des exilés économiques. On sait voir maintenant quels sont les vrais problèmes et comment attaquer. Certains vont à l'étranger parce qu'il fait beau vivre. En d'autres termes, nous devons faire un effort pour En quête du mieux vivre. mieux vivre. Donc il faut faire un effort pour améliorer les routes, l'habitat, l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Donc les ministres... Finalement, les Congo est un vaste chantier. Mais oui, mais j'ai encore dit ça une fois. Tout est prioritaire. J'ai dit ça encore une fois sur un tweet. Il y a du chômage en Occident, il y a aussi du chômage dans les pays en développement, notamment en Afrique. Mais les problèmes ne sont pas les mêmes, je signe, ils persistent. Eux, les pays de l'Occident, ont un problème de chômage parce qu'ils ont déjà construit leur pays, ils sont pratiquement à la frontière du plein emploi. Ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose à faire, si c'est que détruire ici pour améliorer. Mais nous, on n'a rien construit. Donc il y a encore un vaste champ à construire, mais on ne sait pas créer de l'emploi pour construire. C'est ça le problème. Ça veut dire que même les politiques économiques et les politiques de lutte contre le chômage que nous devons mettre en place doivent pas être calquées de ce qui se passe en Occident. On doit développer le génie qui est le nôtre pour pouvoir orienter. C'est pour ça que je dis qu'il est possible de faire des merveilles, mais tout dépend de la capacité que nous avons à comprendre les problèmes, la capacité que nous avons à mobiliser les ressources, à les gérer de manière utile et à mettre en place les décisions et les suivre. Et chaque fois qu'il y a un dérapage, il faut sanctionner. Donc, en disant ça, c'est pour dire que le prochain gouvernement devra aussi avoir un nouveau mode de fonctionnement. Il faut que le gouvernement fonctionne. Mais il doit fonctionner comment? De manière optimale. C'est-à-dire qu'il faudrait que non seulement qu'on ait un programme qui est en... Donc c'est un gouvernement qui doit rouler à vive allure. À vive allure, un programme qui est conforme à la vision énoncée par le chef de l'État, mais également conforme au plan national stratégique de développement, PNSD, et ensuite décliner ce programme en feuilles de route qui seront mises en œuvre par les ministres à travers un suivi rapproché du chef du gouvernement en passant par les commissions gouvernementales. Et si on a ce système-là, où on demanderait peut-être chaque mois aux DG des entreprises publiques, aux patrons des administrations et services publics de produire des rapports et remonter ça à leur ministère. Donc le ministre du secteur a les rapports sur toutes les administrations, toutes les entreprises et tous les services qui sont rattachés à son secteur. Comme ça, les problèmes sont connus. Et lui, à son niveau, par sa feuille de route, il voit comment répondre aux préoccupations soulevées. Il tient également compte des enjeux du moment, des préoccupations de la population. Et bien, ça montre que là, on ne va pas rater, c'est-à-dire qu'on travaille sur le concret. Et ces problèmes, il apporte une solution, ou une proposition de solution, qui sera discutée par la suite au niveau de la commission gouvernementale à laquelle il appartient, parce qu'il est important d'harmoniser les vues. Plusieurs politiques arrivent des fois à se neutraliser parce que les ministres ne se concertent pas. X prend un arrêté qui va dans la direction gauche, et l'autre prend la direction droite, et les deux s'annulent, et du coup, on n'a pas de résultat. Donc, ces commissions gouvernementales seront... Mais les premiers d'entre eux jouent le rôle des coordonnateurs. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, et pour moi, quand je parle même de 25 ministres là, 2 VPM suffisent. On n'a pas besoin de plusieurs VPM. 2 VPM. Un gère la commission ECOFIN, l'autre gère la commission sécurité, juridique et consorts. C'est fini. On a 2 VPM et chaque VPM gère sa commission. Et donc, ils ont l'occasion de suivre les commissions. Et après, chaque 3 mois, avec la PM, le VPM fait évaluation de sa commission. Avec le Premier ministre, le VPM fait également évaluation de notre commission. Et 6 mois, le chef de l'État avec le Premier ministre font l'évaluation du programme. Est-ce que le programme a été mis en œuvre ou non? Est-ce qu'on avance ou pas? Qu'est-ce qui bloque? Si on a ce système d'évaluation, de reporting avec des indicateurs clairs et des mesures de sanctions, on va avoir de l'efficacité dans l'action gouvernementale. C'est ce qui manque. Ce n'est pas la magie. Prendre des bonnes décisions, suivre, sanctionner. Et après une année,
le président de la République fait appel au président des deux chambres, Assemblée, Sénat et leurs équipes, pour examiner maintenant l'efficacité du gouvernement. Parce qu'en tant que Parlement, ou en tant qu'autorité au niveau du Parlement, les deux présidents, les deux chambres doivent suivre l'action gouvernementale aussi et savoir dire si les choses marchent ou pas. Et donc, ils pourraient donner au chef d'État des inputs sur l'évaluation qu'ils font des différents secteurs. Et comme ça, sur base de tous les rapports, le chef d'État peut dire oui, l'équipe gouvernementale que j'ai, elle est bonne, on avance avec. Mais si ça ne va pas, on s'arrête. Non, 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 il faut faire un remaniement. Tel secteur pose problème, tel ministre sont là plus pour l'argent, non pas pour le travail, pour le loisir, pas pour le travail, ben, on les met de côté. Et c'est avec ça qu'on va réussir. Il faut être regardant à tout point de vue et être exigeant. Et je me rappelle que le chef avait dit ça, le peuple doit être exigeant envers les décideurs. C'est ce qu'il faut maintenant. Donc cette ligne de conduite devrait nous garantir le succès. Et ce que je vous dis là, si on le fait et on met en place des bonnes réformes, non seulement qu'on va renforcer la confiance interne, mais on va aussi attirer la sympathie des partenaires extérieurs et ça va nous aider à régler plusieurs problèmes que nous avons, même les problèmes à l'est du pays. Mais Alex, vous avez parlé des inondations, parce que ça, c'est vraiment l'actualité, mais j'ai compris que c'est la lecture d'un économiste. Comment il voit de l'argent partout, comment on peut rentabiliser ces tableaux. Je l'avais dit, ça fait des années. C'est-à-dire que si on m'avait écouté, et on avait appliqué peut-être que ce qui est... Mais vous n'avez pas parlé des causes, parce qu'on traite un mal à travers ces causes aussi. Alors, oui. Quelles en sont les causes? Je viens de parler justement ici d'une organisation et d'une modalité de fonctionnement du gouvernement. Et j'ai fait remarquer que les administrations doivent poser leurs problèmes, les entreprises, mais les ménages aussi, ainsi que la société civile, pour que les ministres prennent conscience des défis et qu'ils puissent travailler en fonction de ça. Malheureusement, quand ceci arrive, vous comprenez que les ministres ne travaillent pas la plupart, parce que cette question est connue. J'ai suivi un pasteur. C'est un problème spirituel? Non, non, je suis un pasteur qui a dit qu'il y a un problème d'aménagement. Du territoire. Du territoire. Il y a un problème d'urbanisme. On construit sur un collecteur. Qu'est-ce que vous espérez à terme dans un pays où on a une forte pluviométrie et dans un contexte de changement climatique comme on le connaît actuellement? On ne fait pas de la prospective, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas... On construit sur les lits d'une rivière. Voilà. Mais qui autorise? C'est toujours l'État. Ah oui, disons-le, parce que M. John Chitenge ne peut pas se permettre d'aller construire une maison à un endroit juste parce qu'il veut le faire. Il faut que l'administration publique puisse autoriser. Mais si les gens font ça et que ça impacte négativement, c'est que l'administration a failli. C'est ça le vrai problème. Donc c'est un problème d'anarchie. L'anarchie. Et ça montre que l'État est faible. Il faut que l'État reprenne. C'est ça que j'ai dit qu'il faut avoir un gouvernement, non pas des représentants des 25 provinces, mais des personnes capables de comprendre. Donc et de travailler des représentations provinciales. Bon, pas tellement. Il ne faut pas minimiser cet aspect. Non, en fait, c'est un élément en fait, qui, des fois, ne sait pas pour rien. Nous sommes une mosaïque des nations, il ne faut pas oublier ça. Je pense qu'à terme, même pour moi, il faudrait que ça disparaisse, cette histoire de tribu. Qu'on soit juste, on est Congolais, c'est tout. Moi, quand on me demande, vous êtes qui? Vous êtes Congolais, j'aime pas dire que je suis originaire de telle partie. Non, vous êtes Congolais, c'est vrai, mais vous avez vos origines. Non, mais c'est... À quoi ça me sert, ces origines-là? Vous n'êtes pas Congolais ex nihilo. Vous sortez mes origines, dans ces Congos-là. Mes origines m'amènent à me séparer de mon frère John. Tu es mon frère. Moi et toi, on est amis depuis des années. Oui, on est tous Congolais. Voilà. Et ce qui nous unit, c'est pas parce qu'on est dans le même coin, mais on est amis, on a fait connaissance, on est bien amis depuis des années et on travaille ensemble, on discute des questions de la République pour que le pays avance. C'est ce qu'il nous faut. On n'a besoin d'être ami de X parce qu'il est originaire de chez moi, non. Ou travailler avec X, non. Il faut plutôt avoir les gens qu'il faut à la place qu'il faut, point barre et on avance. Donc, il faut avoir une autre lecture de l'État. Par contre, il y a beaucoup de mesures d'encadrement qu'il faut prendre pour pouvoir faire face aux maux qui nous rongent. Parce que là, la météo annonce des pluies, des fortes pluies pendant ces mois d'avril, voire même mois de mai. Parce que les pires restent à venir. Il faut prendre des dispositions aujourd'hui. Déjà, comme on a déjà eu quelques signaux, précurseurs ou annonciateurs, il faut prendre la mesure du défi. Là où il y a eu des inondations, s'il faut évacuer les gens, il faut le faire. Et s'il faut prendre des mesures pour essayer de mieux encadrer les cours d'eau qui jonchent les parties qui ont été inondées, il faut le faire rapidement. S'il faut prendre des mesures pour pouvoir renforcer la sécurité des routes, il faut le faire rapidement. Mais vous voyez, tout ça sont des questions en fait qui devraient nous amener à encore plus de réflexion. Vous arrivez dans les pays développés, vous entrez sous terre. Sous terre, sous l'eau.
Ils ont anticipé, ils ont compris qu'il peut y avoir tel problème. Dans les airs. Voilà, et on va là-bas. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons réellement conscience des défis? Moi, j'ai élaboré le plan de développement de la ville de Kinshasa avec une équipe de personnes qui travaillent dans l'administration provinciale. Oui. Mais vous ne l'avez pas vulgarisé? Non, j'ai fait le travail et c'est le PNUD qui a financé ça. Depuis quand? En 2021-22 ici. Mais venez, on va en parler. Non, mais nous avons donné ça au gouvernement provincial. Le gouverneur Ngobila était là et il a reçu le document. Qu'est-ce qu'il en a fait? Je ne sais pas. L'équipe qui a succédé devait partir de là pour faire quelque chose, mais je ne sais pas s'ils l'ont exploité ou pas. Je ne sais pas. Mais dans ce plan de développement de la ville de Kinshasa, nous avons parlé des problèmes sécuritaires, nous avons parlé des problèmes de gouvernance de la ville, de l'administration provinciale, nous avons parlé des finances de la ville, nous avons parlé de l'économie de Kinshasa, nous avons parlé des conditions de vie des ménages à Kinshasa et questions d'aménagement. Donc tous ces éléments ont été examinés dans le dit projet. Donc c'est pour dire que les outils sont là, mais il faut les mettre en place. Mais comment est-ce qu'on arrive à mettre en place? Telle est la grande question qui se pose. Qu'est-ce qui dérange? Et pour cela, il y a des mesures aussi à prendre pour encadrer justement la manière de conduire l'action ou de gouverner. Alors peut-être un élément encore important que je peux, c'est que l'efficacité avec laquelle un ministre travaille dépend aussi de la qualité du cabinet qu'il a à ses côtés. Les cabinets, l'équipe, l'entourage. Voilà. Alors, pour moi, le Premier ministre devrait prendre un décret qui fixe la taille des cabinets, mais qui indique également les modalités avec lesquelles. Mais chez nous, c'est souvent base d'affinité tribale, c'est pas amical. Les personnes qui sont là sont payées par le Trésor public pour faire un travail. Et donc, le Premier ministre pourrait exiger à tous les membres du gouvernement de faire le profil des postes dans leur cabinet et ensuite de proposer les noms des collaborateurs. Une fois que les listes sont là, on fait quoi? On prend le temps de checker ces listes. On appelle les services de renseignement, on regarde le casier judiciaire et on regarde aussi le CV. Vous avez un poste de conseiller financier, vous mettez quelqu'un qui ne connaît rien des finances, de la comptabilité, vous le mettez là-bas, juste parce que c'est votre frère de province. C'est le chaos. C'est le chaos. Donc, alors, vous avez joué. Là, nous atterrissons, enseignant, vous venez vers moi aussi, enseignant de l'économie à l'Université pédagogique du Congo. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? IPC, Université protestante. Excusez-moi vraiment, tous mes amis de l'UPC. Je vous donne mon micro, je vous cède mon micro, vous regardez la caméra. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise, surtout en cette période de guerre, en tant qu'économiste, bien sûr? Bon, la première chose, c'est que la RDC, c'est notre pays et aucun Congolais sérieux et normal ne peut chercher ou souhaiter le chaos. Nous devons tous nous mobiliser comme un seul homme pour pouvoir défendre notre pays. Parce que nous n'avons que la RDC comme pays, et bien nous devons donc défendre le pays. Ceux qui font preuve de trahison par rapport à la cause nationale ne sont pas dignes d'être appelés Congolais parce que nous avons une identité qui est l'identité congolaise. Donc nous devons tous nous battre pour qu'on arrive à cela. Deuxième chose importante, c'est que nous devons chercher des solutions durables à nos problèmes. Et le vrai problème de la RDC, c'est le problème de la gouvernance. Parce que même ceux qui, entre guillemets, prennent les armes, nous attaquent en disant que nous faisons la rébellion parce qu'il y a des problèmes de gouvernance. Et si nous voulons aussi faire face à l'insécurité, il faut améliorer la gouvernance de manière générale et la gouvernance dans le secteur de la sécurité et de la défense aussi. Donc ça demande que l'on puisse s'élever en esprit pour faire de la gouvernance l'élément central de notre façon de voir et de faire dans la gestion de la République. Et pour cela, il y a des réformes aussi à faire au niveau des partis politiques. Un parti politique est à la quête du pouvoir. Mais quand vous arrivez au pouvoir, si vous n'êtes pas un parti démocratique, comment allez-vous appliquer la démocratie lorsque vous serez au pouvoir? Parce que dans votre parti, il n'y a pas de démocratie. Si dans votre parti, il n'y a pas de programme de formation des cadres pour qu'ils puissent comprendre la gouvernance, les enjeux de la gestion de l'État, le jour que vous aurez le pouvoir, qu'est-ce qu'ils feront du pouvoir que vous allez avoir? Donc il faut se préparer à la bonne gouvernance. Il y a des réformes à faire. Le prochain gouvernement devrait être un gouvernement d'action et non pas un gouvernement de visage, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas... moi, je n'espère pas ou je n'ai pas besoin de voir des visages qui, entre guillemets, qui sont spectaculaires, mais j'ai besoin de voir
des visages qui vont réellement porter l'action dans la direction tracée par le chef d'État et sur les intérêts du peuple pour que l'on puisse relancer l'économie, sécuriser le pays et créer de bonnes ou de meilleures perspectives de développement. Et c'est possible, comme vous avez pu le remarquer, avec différents éléments d'information ou d'exemples que j'ai eu à présenter pendant cette émission. Merci. Alexandre Choué, je sais que je vais encore vous retrouver très bientôt, surtout lorsque ce gouvernement tant entendu va sortir pour l'apprécier. Mais pour le moment, je vous dis au revoir. Au revoir et à la prochaine. C'était donc Monsieur Alexandre Choué, enseignant à l'Université protestante du Congo, IPC. Il a survolé les enjeux de l'heure en tant qu'économiste, c'est-à-dire la situation sécuritaire à l'Est et tout récemment les inondations dans la ville de Kinshasa. En tout cas, c'est un expert économiste qui s'est exprimé et c'est sans commentaire de ma part. Moi, mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir. Thank you.